Bonjour à tout le monde et merci d'être encore là pour nos émissions Kumuchamo, Tuachalingaha. Et on adore revenir avec des sujets qui vous touchent, qui nous touchent. Donc aujourd'hui, j'accueille Nadine. Nadine est Mouhorakeye, une basketteuse, une journaliste, une maman. Disons qu'on a beaucoup de points communs. C'est sûr. Donc, ce qui fait que l'échange va être vraiment facile. L'échange va se faire comme d'habitude, mon Kirundi, mon Gifaransa. En anglais, si vous voulez. En anglais, ça va être un peu difficile. Nadine, merci Ça. beaucoup. Kubonawaje, Lyon, elle habite à Paris. Mais le Kadamoleke Onyene Yidondore, comme elle a envie de se présenter, plus que Nadine et Mouhorakeye. Marina, urakoze kunyakira. En fait, je pense qu'il y a pas mal de monde qui te suit ou qui suivent ton émission. Bashobora kuba banzi, parce que j'ai travaillé quand j'étais encore très très jeune à l'époque. Je venais tout juste de sortir du lycée. Oui. Je travaillais en tant que journaliste animatrice à la radio culture. Hari abana benshi banzi banyumva ku ijwi ou banyumva ku ijwi, mais qui ne mettaient jamais le nom sur le visage. Voilà. Donc, je m'appelle Nadine Mouhorakeye, je suis née à Bujumbura. Aujourd'hui, j'habite à Paris et je suis ancienne journaliste parce que maintenant, ce n'est plus ce que je fais, ce n'est plus mon métier, même si je suis un tout petit peu de près à ce qui se passe dans le métier de journaliste. Et je suis ancienne basketteuse. Oui. J'ai joué avec toi dans le club Les Copines. Oui. Et en ce moment, je travaille en milieu scolaire en France, à Paris. Je suis au collège, en fait, à la Bondaise, on va dire au lycée, parce que c'est juste après l'école primaire. Mais en France, dans le système français, c'est plutôt le collège, c'est les 4 premières années après l'école primaire. Et je travaille avec des élèves en situation de handicap cognitif, c'est-à-dire qui ont des problèmes d'apprentissage, de mémoire, d'apprendre très facilement en fait les leçons comme tous les élèves dans les classes qu'on appelle ordinaires. Et j'ai un petit garçon de 22 mois aujourd'hui. Ouais. Il va avoir bientôt 2 ans. Il est Kira. Kira. Kira comme Gukira. Voilà, que j'ai vu. En plus, trop mignon. Oui, elle est très Adorable agréable. gamin, aimable, qui sourit à tout le monde. Il est comme Mouhorakeye, comme moi. Mouhorakeye. Donc du coup, quand avuga ngo izina ry'iryo N'iryo muntu, muntu. visiblement, je lui ai aussi transmis izina rya Mouhorakeye dans sa manière d'être, très très sociable, akunda abantu, nkuko nanje nkunda abantu. Donc, Moulboko, on parle d'enfants, tu t'occupes des enfants, des jeunes enfants, tu as un enfant. Le sujet, on va parler de l'enfant qui a grandi dans un village SES et qui aujourd'hui, c'est une maman comblée. Il y a une manière où on n'a pas présenté, que j'aimerais pas présenter, mais il faut quand même que j'en reparle. Dans l'équipe Les Copines, comme je vous ai dit, on a joué ensemble. Il y avait plusieurs Nadine. Pour les identifier, Nadine et toi, Nadine SOS. Aujourd'hui, quand j'y repense, je me dis, mais en fait, c'était cruel. Comment toi, tu le prenais, en fait, tout qui c'est Nadine SOS. Allez, Nadine Jabé, Nadine SOS, Nadine Colonel. Oui. Donc, ouais, non, on est... tu es identifiée comme Nadine SOS. Comment tu le prenais? En fait, je pense que quelque part, ça ne m'a jamais heurté, parce qu'on était aussi identifiés comme des enfants SOS. Mais ça dépend aussi des personnes qui prononçaient ce mot, parce que je savais qu'il fallait identifier les joueuses selon leur provenance, selon les parents, mais vu que j'avais pas de parents, on n'allait pas m'appeler Nadine de Tchetel. Mais moi, mes parents, c'était SOS. Donc c'était, et puis d'une manière ou d'une autre, vu que les gens qui nous identifiaient comme ça n'avaient pas d'arrière-pensée de méchanceté ou autre, en fait on l'a intégré. De toute façon, on était enfants SOS. Voilà. En fait, enfants SOS, justement, nous, on a toujours su qu'il y avait... C'était un bon petit groupe, d'ailleurs, de jeunes très filles. solidaires. Moi, je ne me rappelle pas avoir vu des garçons. Du coup, comme l'équipe Les Copines, c'était des filles, je n'ai vu que des filles. Des filles très solidaires,
Mais en fait, nous, vous voyez rentrer dans ce village très joli, vraiment dans un quartier, disons, populaire, mais c'était une partie plutôt chic, plutôt résidentielle. On n'avait pas conscience qu'en fait, si vous rentrez là, c'est parce qu'en fait, il n'y a plus de parents. En fait, à quel âge tu as atterri à SOS? Tu avais quel âge? En fait, moi j'ai atterri à SOS, j'avais à peine 5 ans. Oui. J'ai commencé par aller au village d'enfants SOS de Gitega. Quand on s'est rencontrés, j'étais au village d'enfants SOS de Bujumbura. Parce qu'en fait, le village d'enfants SOS de Bujumbura était le seul village d'enfants qui avait aussi un lycée, qui avait une école secondaire. Ce qui fait que tous les enfants, parce qu'au Burundi, il y avait plusieurs villages d'enfants SOS. Le premier qui a été créé au Burundi, c'est celui de Gitega, qui certainement c'était vers les années 70, à la fin des années 70, autour de 79, je dirais. Il est devenu village d'enfants SOS. En 77, il a eu ce nom, mais avant, c'était un orphelinat de sœurs. Donc, qui était géré par les sœurs catholiques. Et après, la fédération SOS Village d'enfants, qui est une grande fédération mondiale, en fait. Le premier village d'enfants SOS a vu le jour en Autriche. En Autriche, d'accord. Après la Seconde Guerre mondiale. Il a été créé par un médecin, un jeune médecin, qui s'appelait Hermann Gmeiner, avec un G qui commence... J'insiste sur le G parce que tous les villages d'enfants SOS s'appellent SOS Village d'enfants Hermann Gmeiner. Donc tu atterris dans ce village de Gitega. De Gitega on était en fratrie. J'avais ma grande sœur, j'avais ma petite sœur et mon petit frère. On était quatre. Et on a atterri dans la même maison. En fait, le concept de SOS Village d'enfants, c'est l'accueil des sœurs d'une même fratrie ou des frères qui sont orphelins parce qu'ils ont perdu leurs parents, qui ont été abandonnés par leurs parents ou dont les parents sont séparés pour des raisons familiales très graves. Donc, on peut retrouver des enfants SOS qui ont encore des parents. Mais ces parents-là ne sont pas en capacité de les élever et de leur donner une éducation convenable. Et du coup, qui c'est qui décide en fait? Nous, ici, on a l'impression qu'il y a la DAS qui décide, voilà, on va placer ces enfants. Mon gars, en tout cas, comme le contexte est au Burundi. Au Burundi, on sait très bien que il y a un oncle, il y a une tante qui va récupérer les enfants. Mugabo n'empêche que elle décide. Ouais, pour votre cas à vous, qui c'est qui a pris la décision? Ok, c'est notre oncle. On a un oncle maternel qui à l'époque était marié et avait déjà 4 enfants. Et donc, c'est le petit frère de ma mère. Nous, en fait, on est né à Bujumbura. Mais on a atterri à Gitega pour des raisons telles que mon oncle maternel habitait à Gitega. Donc, il est venu nous chercher à Bujumbura. Il est allé demander au village d'enfants SOS. En fait, c'est une sollicitation familiale. C'est un membre de la famille qui dit « Ces enfants sont orphelins et la famille proche ne peut pas s'en occuper. Est-ce que vous pouvez les récupérer pour qu'en fait, les élever jusqu'à leur autonomie ?» C'est comme ça. En fait, moi, j'aimerais bien revenir justement sur toi. Tu n'avais que 5 ans. Donc, d'après ce que tu m'as dit, tu n'avais que 5 ans. Mais à ce moment-là, l'instant où on dit, ben non, vous allez habiter là. Est-ce que tu as des souvenirs de comment tu l'as vécu? Moi, mon premier souvenir, c'est... On était les 4, en fait, ma grande sœur, moi, ma petite sœur et mon petit frère. On a voulu s'échapper de SOS. Parce qu'on s'est rendu compte, en fait, que notre oncle, il se fait tard, il n'est pas revenu nous chercher. Parce qu'on ne vous a pas expliqué que désormais, ça sera votre maison. Peut-être ils nous ont dit, mais on n'avait pas conscience. Moi, je ne me rappelle pas avoir eu une discussion avec mon oncle qui me disait, dorénavant, vous n'avez pas... Déjà, à l'époque, je ne sais pas ce qui se fait aujourd'hui. Si un parent meurt, est-ce qu'on explique aux jeunes enfants qui en fait, qui ne va plus voir son père, qui ne va plus voir sa mère, qu'en fait, ils sont... aller au cimetière pour lui dire au revoir définitivement, je ne pense pas que ça dépend des familles aussi. Ça dépend des familles. À 5 ans, moi déjà je n'ai aucune image de ma mère.
Ouais. Avant 5 ans, parce que j'avais vraiment pas encore 5 ans. Je n'ai aucun souvenir de ma mère vivant avec elle en fratrie, Il n'y a avec pas ma des famille. photos où Il y a elle te des photos. porte. Ah oui. Il y a des photos. Mais dans mes souvenirs mentaux, j'en ai pas. D'accord. Mais j'ai des souvenirs avec mes frères et sœurs chez nos grands-parents, chez notre oncle. Et je me rappelle, si on revient sur les souvenirs, mon premier souvenir de SES, c'est nous qui essayons de nous échapper de SES, de sortir de SES, parce que on nous a déposé avec vos petites affaires, avec nos petites affaires, notre oncle et notre tante. On avait aussi une tante maternelle, jeune tante, qui n'était pas en fait mariée, qui n'avait pas de, qui pouvait pas nous accueillir. Elle était encore étudiante. Moi je me rappelle de cet au revoir et en se disant ils vont revenir, ils vont juste nous laisser jouer avec d'autres copains parce qu'il y avait tellement d'enfants, mais jusqu'à ce qu'on se dise mais en fait ils vont pas revenir. Et moi je me rappelle qu'on a plutôt suivi notre sœur qui était beaucoup plus grande, elle avait 7 ans, elle qui avait on dit que l'âge de raison c'est 6 ans. 7 ans on se rend compte un tout petit peu de l'environnement, on se dit quand même, on va pas dormir ici, c'est pas chez nous. Moi, c'est pas chez moi aujourd'hui. Enfin, ici, dans la maison neuve, parce qu'en fait, le village, c'est pour ça qu'on l'appelle village aussi, il y a maison 1 jusqu'à maison 10. Nous, on a atterri dans la maison 9, avec ce qu'on appelle une maman SES, qui accueille en fait... Et on a eu aussi de la chance, c'est qu'on n'a pas été séparés en tant que fratrie. On a atterri dans la maison 9, on est resté parce qu'il arrive que y a les petits qui vont... Généralement, à SES, ils essaient de ne pas séparer les fratries. Quand ils y arrivent, mais je sais qu'il y a eu des enfants qui ont été séparés, mais ils ne sont pas vraiment séparés, ils ne sont juste pas dans la même maison. Mais c'est pas normal de séparer les enfants. Même si c'est la maison 8 et l'autre c'est la maison 9, c'est pas la même maman SES, c'est pas la même fratrie SES. Donc tu as toujours tendance à aller vers ton frère ou ta soeur, en fait, avec laquelle tu te sens à l'aise. Et on va commencer à dire qu'il se rebelle, tu vois, il est dans le rejet, il est, voilà, c'est un enfant difficile, tout ça. Mais donc, en revenant encore sur cette image, on essayait de traverser. Il y avait en fait, le village de Gitega était entouré de plein d'arbres. On était au milieu d'une grande nature sauvage. Donc, on a essayé de traverser et on s'est retrouvé au milieu de la forêt, d'une sorte de forêt, où on pleurait tous les 4. Ah là là, c'est dur. En suivant notre grande sœur qui essayait de retrouver le chemin pour retourner chez notre oncle. Donc les débuts, c'est sûr que c'est très traumatisant, c'est très très dur parce que tu te dis, en fait, ça y est, je suis au milieu de nulle part, même si je suis entourée par plusieurs personnes, c'est des inconnus pour moi. Des inconnus. Après, vous parlez de maman, mais les premiers jours, on vous dit, voilà, ça sera... Appelle la maman. Est-ce qu'on vous dit, il faut l'appeler maman? Je sais qu'à l'époque, on obligeait les enfants à appeler maman, la maman SES. Il y en a qui, moi je me rappelle, il y en a qui sont arrivés. Nous, on était encore petits, donc ça s'est mis en place tout facilement, tout de suite. Moi, je me rappelle des enfants qui sont venus, notamment après la crise de 93, qui étaient grands, parce que du jour au lendemain, voilà, ils ont tout perdu, des parents. En plus, c'est des enfants avec beaucoup de traumatismes, ils ont connu la guerre, tout ça. Et on leur dit, il faut l'appeler maman. Ah, ils étaient, non, je ne peux pas l'appeler maman, parce que je sais où j'ai laissé ma mère. Même pour elle, je pense que ça doit être difficile, mais je pense que peut-être le recrutement de ces mamans, d'ailleurs, il n'y a que des mamans, il n'y a pas des hommes qui s'occupaient des enfants. Le choix a été fait exprès. Les maisons familiales, c'est des maisons avec une maman et une tante. La tante, elle est là pour accompagner plutôt le parcours scolaire des enfants. Donc, leur faire les devoirs, les accompagner. On avait ce qu'on appelle les études du soir. Donc, après l'école, on prenait le goûter ou on faisait une petite sieste, mais à partir de 17h30, on se retrouvait à l'école primaire, parce que les écoles primaires SES sont à l'intérieur des villages d'enfants SES. Il y avait des classes ouvertes, on allait faire les devoirs là-bas. Souvent, soit les tantes nous accompagnaient pour faire les devoirs, on avait aussi d'autres encadreurs. C'est très strict le village d'enfants SES, c'est très millimétré, c'est comme une vie de famille.
Le matin, tu te lèves, tu te laves, tu prends ton petit déjeuner, tu vas à l'école, tu reviens, tu déjeunes, tu retournes à l'école, tu rentres, tu fais tes devoirs comme une... Sauf qu'une vie de famille, souvent, il n'y a pas d'horaire, je veux dire. Oui. C'est pas la même chose. Vous allez faire la même chose en même temps. Tous les enfants à suivre. En fait, c'est comme si vous étiez à l'école. En fait, vous sortez vraiment dans ces règles de l'école. On ne peut pas dire qu'à la maison, il y ait des règles assez strictes. Il y a un moment où tu arrives, on va d'abord te permettre de regarder un petit peu la télé. Pour ce qui on avait le dessin animé de 18h, comme tous les enfants du Burundi. Il y avait des petits moments qu'on créait comme ça, où vous étiez... En fait, une maman déjà avait en charge combien d'enfants? Une dizaine d'enfants. C'était de bébé à âge de 11 ans. Juste avant d'aller à l'école primaire, à l'école secondaire. Donc, c'était de la maternelle à autour de 11 ans. Un enfant, pas le droit d'avoir 2 bébés ou des petits du même âge, très très rapprochés. En fait, 10 enfants, je suis en train d'y penser. Il est vrai comme au Burundi, on a beaucoup d'enfants, les familles sont nombreuses. Mais tu imagines une maman qui s'occupe de 10 enfants, qui arrivent des parents différents, des mœurs différentes, une éducation différente. Oui. Comment est-ce qu'elle a... En fait, elle vous a 24 heures sur 24. Oui. C'est pas une maman qui va s'occuper de vous, après il y aura quelqu'un d'autre qui viendra la remplacer. Il y a des systèmes de ce qu'on appelle des systèmes de récupération pour la maman. Donc elle avait un jour de récupération dans la semaine, notamment le week-end. Elle pouvait aller... parce qu'il y avait aussi des mamans qui venaient, qui avaient leurs propres enfants. Qui était là-dedans. Qui n'était pas là, qui était à l'extérieur. Élevée par la famille proche, ou le mari, ou la grand-mère, tout ça. Donc, elle avait aussi le droit de rentrer pendant le week-end. À ce moment-là, on était gardés par la tante. Il y avait tout le temps 2 adultes dans la maison, mais comme tu dis, c'est énorme. On pouvait arriver jusqu'à 12. Et 12 d'enfants génétiquement différents, physiquement différents. Vous pouviez avoir le même âge en fait. On pouvait avoir, bien sûr qu'on pouvait avoir le même âge. Mais ou un petit écart d'âge, et surtout il y avait aussi un système de les plus grands s'occupent des plus petits. La maman, elle n'avait pas la charge mentale complètement toute seule. Donc les plus grands s'occupent des plus petits. C'est pour ça qu'en fait moi je me suis retrouvée à m'occuper d'un bébé. Je me rappelle encore de 2 bébés qui sont arrivés. Mais tu avais quel âge? Là, à ce moment, j'ai peut-être 10 ans. 10 ans à t'occuper d'un bébé. Mais c'était pas une obligation. Non, c'était parce que moi j'adorais les enfants, j'ai toujours aimé les enfants. Au moment où ils pleuraient, j'étais la première à me lever pour aller voir ce qui se passait. Et j'ai appris très vite à faire le biberon, j'ai appris très vite à mettre les couches de bébé. Et les enfants, ils étaient tellement attachés à moi ou à l'extérieur, parce qu'il y avait beaucoup de bagarres. Imagine 10 maisons avec une douzaine d'enfants dans chaque maison. Il y a une centaine d'enfants dans ce village. Il était énorme, mais il y avait tout le temps du spectacle. En fait, on essaie d'imaginer, quand je te vois en parler, j'ai l'impression que c'était vraiment la maison du bonheur. Pas du tout. C'était pas tout le temps. Non, c'était pas tout le temps. Mais quand en fait, on à prendre conscience. On apprend à fabriquer notre maison du bonheur. En fait, nous-mêmes, on se dit, on est obligé d'être là, d'habiter ensemble, on est obligé de cohabiter. Qu'est-ce qu'on fait en fait pour que ça devienne pas... Mais à partir de quand tu t'es senti, en fait, je suis obligée d'habiter là. Parce que quand tu arrives, tu as 5 ans, tu dis, ok, on nous a amenés là, donc je suis là, je suis avec mes frères et sœurs. Mais à partir de quand tu as commencé à avoir ce sentiment, mais en fait, on est obligé d'habiter là, limite, il faudrait remercier le Visso Village qui nous a accueillis, sinon je serais où? Est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es posé des questions? Non, peut-être pas. En fait, ça dépend du profil et de l'histoire de chaque enfant. Parce que nous, franchement, je fais partie des enfants et ceux qui ont eu beaucoup de chance, parce que je ne me suis pas retrouvée seule là-bas. Et que j'avais des coupures, en fait, en permanence, avec une famille d'origine. Donc, il y en a qui, moi j'en connais, qui disaient, c'est un calvaire. Et en fait, ça se voyait aussi dans leur comportement de rébellion qui s'est mis en place très très jeune. Adolescence compliquée, une période qui est très très compliquée, on le sait tous.
et qui ont commencé à adopter des comportements inadéquats, comme on va dire, à fumer à fumer tout simplement, à boire beaucoup, très jeune, hein. Donc décrochage scolaire, abandonner l'école, avoir de très mauvaises notes à l'école, et là tu deviens une sorte de paria parce que c'est punition sur punition, parce qu'il y a aussi des punitions derrière. Déjà il y a une histoire qui est sortie il n'y a pas longtemps, on ne va pas comparer parce que personne n'a fait l'enquête au Burundi, l'histoire de l'orphelinat dans le sud de la France. Où tu vois que en fait, l'enfant, finalement, il est vulnérable sous prétexte qu'il n'a plus de parents derrière. Tu as l'impression que chacun peut se permettre. Mais malheureusement, c'est des choses qui existent même dans la société, hein, même des enfants qui grandissent dans leur famille, leur propre famille, où il y a des châtiments, ou des choses... un enfant vulnérable, il n'est jamais à l'abri de maltraitance. Ça c'est sûr. Même un enfant non vulnérable, avec des parents, on croirait que en fait, tous les parents sont là pour aimer leurs enfants, parce que les enfants n'ont jamais demandé à naître. Quand tu fais un enfant, tu es dans l'obligation de lui apporter tout l'amour nécessaire, toute l'affection nécessaire pour qu'il s'épanouisse dans son parcours de vie. Mais sauf que il y a beaucoup de dérapages en tant que parents, parce que aussi les adultes ont leurs propres traumas qui vont plutôt les faire un transfert sur leurs propres enfants, et au final la maltraitance elle est vite arrivée. Donc il y avait beaucoup de maltraitance au village d'enfants SES. Il y avait des enfants, notamment les enfants qui n'avaient pas de bonnes notes. Ils étaient des parias. On le sentait, nous on a eu beaucoup de chance. Franchement, moi je fais partie des chanceux qui avaient toujours de très bonnes notes et qui toujours très bien vus à ce moment-là. Alors tu deviens un peu quelqu'un qu'on va mettre sur un piédestal parce que tu entres dans le moule. Mais si est-ce que tu n'entretiens pas justement d'être comme ça pour dire voilà, je dois être comme ça, je suis dans ce village, il faut que je travaille à fond, il faut que je sois parfaite. Absolument. Comme ça, je ne serai pas celle sur qui on va dire, voilà, lui, il y a tout nié. Donc, tu joues un rôle, finalement. On jouait un rôle en permanence. En fait, quand on n'est pas avec ses propres parents, on sait que ça peut déraper très facilement. En fait, et on avait aussi des peurs quand on disait « Mamaragua Magai ». Et là, tu dis, Yara Mezegute Momaso. Tu commençais à te dire psychologiquement, est-ce qu'elle était en mode, tu vas voir ce que tu vas voir. Alors, en fait, avouer Kuisoko, à tous années à Magato, ça pouvait être une situation agréable comme une situation désagréable. Oui, mais peur, en fait, tu n'as plus ta maman. Donc tu disais tout à l'heure que tu n'as pas l'image de ta maman. Il me semble que SOS a aussi une école qui est fréquentée par des enfants qui viennent d'extérieur, qui ne sont pas... Donc tu côtoyais finalement la journée des enfants qui arrivaient à l'école, mais qui venaient de chez leurs parents. En fait, Nigiki Wawana, fils quoi là, vuye muhiri wabo kwa mama na papa, wewe ta fils. Déjà vieille. Mwari biyaga barakubwira ati waravuga ati je ndi ngakwera niba nari hanze nari kuba ndi kwa papa cyangwa kwa mama. En fait abana ntibavuga facilement ibintu nk'ivyo ngo bashire les mots sur les situations. Mais n'empêche que twebwe entre nous en tant qu'enfants SES, on en parlait. C'était pas évident de kubwira umwana à l'extérieur ce qu'on vivait, parce qu'on avait cette solidarité aussi entre nous. On disait faut pas en fait qu'ils croient que on est dans une porcherie ou on est dans un endroit où il faut éviter qu'on sache que tu vas pas bien. Comme ça, tu vas te faire intégrer, tu vas te faire aimer facilement par l'autre. Tu vas intégrer un groupe facilement. C'est inconscient ou conscient aussi, parce que en tant que, notamment, l'effet de groupe, ça compte. Donc tu dis, entre tu vas quand même, quand même, t'es bien loti, hein. Et mais la plupart vraiment barato ma lift.
Ah, nous, on demandait, go, parce qu'ils étaient souvent, badje aussi muri école primaire, SES. Et vu qu'on n'habitait pas loin, il y a SES, il y a village d'enfants SES, ils nous prenaient dans leur voiture et ils nous prenaient aussi sur le chemin de l'école. Mais on était bien sûr envieux, on est toujours envieux de voir Yuko, en fait, on aimerait aussi ne pas rentrer au village d'enfants SES ou Kabuli dans une fratrie où il y a papa et maman, ou notamment les enfants qui n'avaient pas de famille d'origine. En fait, il y a vraiment beaucoup de séparation. Le problème avec le village d'enfants, en tout cas à l'époque où moi j'y étais, c'est qu'il n'y avait pas de système de séparation de profil. Est-ce qu'on identifie les enfants qui ont des besoins de prise en charge particulière, de psychologie, en fait, on n'a pas tous les mêmes capacités scolaires. Lycée SES, qui était un lycée réputé, élitiste, difficile à rentrer dedans. Exactement, il fallait passer un concours pour entrer au lycée SES. Mais, ok, Urumana SES, tu as absolument tous les efforts sinon ça peut ne pas passer ça pouvait passer parce qu'après ils ont commencé à intégrer notamment les écoles techniques, mais tu sais, au Burundi ça n'a jamais été bien vu de voir un enfant dans une école technique. Malheureusement, pourtant on pouvait pas tous être ingénieurs, on pouvait pas tous il y a des enfants qui avaient plus une touche artistique, mais là c'est pas toléré, faut oublier. Donc au moins là c'est faut que le lycée SES. Donc, qui a connu des traumas dans ta famille d'origine, qui a été abandonné, en fait, tu n'as aucune histoire en dehors de SES. Aucune histoire. Et en fait, même quand tu rentres les week-ends ou pendant les vacances, tu vas pas forcément aborder, dans la famille, on va pas parler de ta maman, de ton papa, pour essayer de raviver quand même ce souvenir de tes parents. On va continuer à vivre comme si de rien n'était. Ah oui. Non, moi, je ne me rappelle pas avoir parlé de mes parents avec mes grands-parents, par exemple. Parce que c'était une blessure, c'était une douleur monstre pour ma grand-mère notamment. De parler de la mort de ma mère. Donc, pour ne pas lui faire souffrir, on évitait le sujet. On sentait que c'est un terrain sur lequel il ne faut pas aller. Enfin, la plupart des parents d'ailleurs, au Burundi, tu as fait statut quo de on ne parle pas de nos blessures. Donc on ne se dit pas, il faut quand même que ces enfants-là, je leur dise qui était leur maman. Pour qu'ils aient une image, d'où la deuxième partie d'ailleurs, ils aient une image de cette maman, parce que maintenant toi tu es devenue maman. Mais finalement, on peut dire que c'est les repères de la maman de ces 10 enfants du village. D'ailleurs, avant de passer sur l'autre partie de l'émission, cette maman-là, c'était la même de tes 5 ans jusqu'à ce que tu sortes? Pas du tout. En fait, la maman SES, elle est là que pour la petite enfance. De 0,1 à 12 ans. À partir de 12, je dis 12 ans d'une façon générale, mais de 11-12 ans, à partir du moment où tu quittes l'école primaire, tu vas au lycée, en l'occurrence le lycée SES, tu vas tu franchis une deuxième étape. L'étape de, tu vas dans une maison avec que des filles quand tu es une fille ou que des garçons quand tu es un garçon. Où vous êtes nous on avait 2 grandes maisons à l'intérieur de SES toujours. On était c'était 4 grandes chambres, chaque chambre était occupée par autour de 3-4. Donc on est une douzaine encore de filles, que de filles cette fois-ci. Donc de la puberté à l'adolescence à 18 ans. Dans un système, il y a maison encadrée. Non, pardon, Modi home. Comment maintenant on l'appelle? Est-ce que c'était pas tout les Modi home, tout les Modi home, abahungu bari muri home, mais abahungu Bujumbura, de toute façon, muri ma SOS yose hariho Gitega, hariho Muyinga, hariho Rutana.
Ils avaient des maisons à l'extérieur de SES. Mais les filles, parce que, bah, écoute, avec l'éducation burundaise, il faut toujours, il ne faut jamais s'éloigner de ta fille, il faut toujours surprotéger les filles. Balimoli, village d'enfants SES. Ok, d'accord. Jusqu'à ce que tu termines le lycée. Wabili Kuma avec une encadreuse cette fois-ci, pas une maman SES. Donc là, on décide qu'à partir de 12 ans, il n'y a plus la maman. Il n'y a plus la maman. Vous êtes entre vous, c'est une sororité qui se met en place. C'est une fraternité avec les garçons qui se met en place, où il y a un encadreur qui vient, tous les soirs il est là, ou une encadreuse, tous les soirs elle est là, mais elle ne dort pas nécessairement là. Elle peut dormir 1 ou 2 fois dans la semaine. Mais dans cette maison, il y a quand même des enfants de 12 ans. Il y a des enfants de 12 ans qui sont pris en charge par les plus grandes. Parce qu'il faut s'organiser en petite communauté où les plus grandes prennent en charge, prennent sous leur aile les plus jeunes. Alors vous vous organisez, par exemple, vous commencez à être autonome dans la gestion de la chose familiale. Rationing moifata, mukaja gusuma, mukamufise umucuisinier cyangwa umucuisinière, mukamuha ibyo ategerezwa guteka dans la semaine, hamwe mukaza mugafungura, le soir mugataha, mukaja mw'ishure, baba encadreuse bakaja intervenir dans les devoirs, bakaraba ati ok ufite ma difficulté hehe ndagufasha iki tout ça, mais on devient déjà presque autonome à partir de cet âge-là. Et après le lycée, muca muja hanze dans les quartiers autour. Donc nous par exemple, toi tu es toujours à Nyakabiga, vu que le village d'enfants SES à Bujumbura il est à Nyakabiga. Oui. Toi tu es toujours à Nyakabiga 3, on avait ce qu'on appelle des maisons encadrées cette fois-ci. C'est des maisons d'adultes, jeunes adultes, d'étudiants, où à partir d'aller à l'université, SES Igomeku prennent en charge Mumashore. Mais cette fois-ci vous êtes seul, il n'y a personne pour venir vous dire ce que vous devez faire. Bah, heureusement que vous étiez bien, vous aviez des bonnes bases de discipline. Et bah, finalement, malgré ce passage-là, tu as quand même toujours voulu être maman. Oui. Aujourd'hui, tu es une maman comblée. Oui. Et cette envie d'être maman, elle a commencé très jeune. Très jeune. Moi, je me rappelle que depuis que je suis toute petite, je disais, je sais que je vais avoir un enfant, je sais que je vais avoir un enfant. Peut-être je sais là, ça me procure beaucoup d'émotions. Peut-être dans une optique de vouloir transmettre de l'amour. Oui. En se disant, j'ai envie de faire un enfant ou des enfants pour beaucoup les aimer en fait. Oui. Pouvoir en fait aussi... qu'est-ce qui m'a manqué en fait? Qu'est-ce que je peux donner à mon enfant? Tout l'amour que tu aurais aimé avoir de ta maman. Mais c'est difficile à expliquer parce qu'on se dit, bon, t'as pas connu de maman, mais pourquoi en fait tu grandis dans un village où il y a je sais pas combien d'enfants, mais pourquoi en fait avoir envie d'un enfant? Ah, c'est ça. En fait, on réagit chacun réagit de sa manière. Parce que j'imagine qu'il y a, moi j'en connais qui se disent, en fait, j'ai peur d'avoir des enfants pour ne pas savoir les aimer. Oui. Alors que moi, j'ai eu toujours cette envie d'avoir des enfants, en fait, parce que je sais que j'ai beaucoup d'amour à donner. Oui. Et que, la seule personne, en fait, à qui je vais donner cet amour, ça sera un enfant. Un enfant, oui. Ça peut être un enfant de quelqu'un d'autre, mais c'est encore mieux quand c'est son enfant. Quand c'est son enfant, oui, quand c'est son enfant. Oui, c'est ça. C'est en fait l'instinct maternel, qu'on ait eu une maman ou qu'on ne l'ait pas eu, je pense que c'est inné pour certains. C'est ça. Et le fait de se dire, avoir mon enfant, ça va peut-être me guérir. Est-ce que tu as pensé à ça? Non, parce que je serais quand même, ça serait hyper égoïste parce qu'on ne fait pas un enfant pour guérir de ses blessures. Pas du tout, mais plutôt parce que je sais que c'est la seule personne à qui tu peux donner de l'amour inconditionnel. En tout cas pour moi. Et puis, en fait, j'ai aussi, je ne sais pas d'où ça me vient, j'ai toujours autour de moi, mes proches m'ont toujours dit, Nadine,
ça serait quand même dommage de ne pas avoir d'enfant. Parce que Parce que j'ai toujours aimé l'enfant d'autrui. Oui. On pouvait être dans n'importe quelle situation où il y avait un enfant. Je me retrouvais toujours dans un coin à jouer avec un enfant. Ou à regarder s'il lui manque rien. Il pouvait y avoir des adultes entourés d'enfants où les enfants sont en train de réclamer et personne ne remarquait en fait que les enfants étaient pas en détresse réellement, mais étaient dans le besoin, soit de l'attention, soit un jouet est tombé quelque part, il faut peut-être l'aider à le ramasser. Et je pouvais être dans une question avec des adultes, mais mon œil était toujours tourné vers les coins où il y a des enfants, pour qu'en fait, ils ne manquent de rien. Et je sais que j'ai toujours dit, à mes 18 ans, je vais avoir un enfant. Parce que je savais que avant 18 ans, tu ne peux pas avoir enfant. Tu n'as pas la majorité légale. Et puis, tu es encore très jeune. C'est ça. Mais quand j'ai eu mes 18 ans, je me suis rendu compte qu'il fallait que je fasse des études universitaires. Et surtout, je me suis dit, je ne vais jamais avoir un enfant qui va être dans le besoin. Le besoin, c'est-à-dire affectif et matériel. Affectif, je savais que il manquera de rien, mais quand on est dans un besoin matériel aussi, on n'a pas le temps en fait. Voilà, on n'a pas le temps de donner assez d'amour à cet enfant parce que tu es en train de courir dans tous les sens pour pouvoir combler ses charges financières. Effectivement, l'envie d'avoir un enfant était là, mais depuis ton plus jeune âge, ça s'est concrétisé à quel moment finalement tu te dis là, c'est vraiment le moment? J'ai eu un déclic avant mes 40 ans. Oui. Au final, tu voulais à 18 ans, mais en fait, tu te rends compte que la vie a fait que tu l'as pas forcément. Mais non, parce que j'ai un parcours où j'ai eu quand même beaucoup de. J'ai travaillé quand j'ai commencé à travailler quand j'avais à peine 20 ans. Et au final, j'ai pris beaucoup de temps à vivre de ma vie de célibat, de en couple, ne pas en couple, sans faire de vie, sans faire de projet de vie tout de suite, en mode je vais me mettre avec quelqu'un, on va avoir des enfants, pas du tout. Ce qui fait que j'ai d'abord profité de la vie. Et surtout, je me disais, si j'ai un enfant, il faut vraiment qu'il soit exclusivement dans ma vie. En fait, il ne faut pas yuko nirotuva ndi ko ndavuga ngo mwana namusigiye umubone ngo nanje nagiye kuburudika parce que j'ai pas eu le temps de le faire dans ma jeunesse. Non. En fait, umwana niyo namuvyara nije nzomurera. C'est pas quelqu'un d'autre qui va l'élever, l'éduquer à ma place. Est-ce que ça provoque pas quelque chose quand tu l'entends, il est encore tout petit, quand tu l'entends dire maman, et tu sais que c'est toi qu'il est en train d'appeler? Peut-être que... Non, je ne fais pas trop le lien parce que je vois tous les autres enfants appeler leur maman, maman. Mais surtout, il a tendance à m'appeler Nadine, le coquin. Nadine Vu que je lui parle en Kirundi, exclusivement à la maison, je lui parle qu'en Kirundi. Mais ça, c'est bien quand même. En fait, après, des fois, voilà, il est encore tout petit. J'imagine qu'à un moment donné, il va te demander, maman, comment était ma grand-mère? Est-ce que tu appréhendes ces questions où il va te poser des questions sur ta maman? Pas du tout. Tu n'as pas du tout connu. Pas du tout, parce que je sais que je vais rien lui cacher. En fait, c'est chacun comme Shiramori éducation, tout ce qu'on sait. Où on ne parle pas à leurs enfants, ou on ne dit rien à leurs enfants. Ils vont découvrir des choses qui concernent leur propre vie. Ça crée des traumatismes innommables. Et puis, en plus, nous, on n'a pas de système de « Ah, j'ai des traumatismes, il faut que je me fasse suivre par un psychologue, par un spécialiste. » Non, on va plutôt... Il y en a pour qui ça marche, il y en a pour qui d'autres ça marche pas, il faut absolument consulter. Il y a toujours un discours, c'est pas dur non plus. Attends, elle au moins elle a de la chance, de temps en temps elle rentre chez l'oncle qui habite à Kiriri ou je sais pas où. Donc pour eux, si il y a le matériel, il y a la belle maison, l'affectif, c'est de quoi elle se plaint. C'est au second degré quoi. Est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es plaint quand même de ta vie où tu avais l'impression que franchement, c'était dur, grandir sans oui, mais pas beaucoup. Je sais qu'il y en a d'autres pour qui c'était hyper dur. Toi, tu n'as pas eu une adolescence difficile ou
un moment de révolte. Moi, j'étais la révoltée j'étais une des révoltées. Mais vu que j'étais quand même assez brillante à l'école, il n'y avait pas beaucoup de répercussions sur moi. C'était pardonnable. Et puis, j'ai toujours été quelqu'un qui avait des arguments rationnels. Je pouvais me confronter aux adultes en disant, ça, c'est pas juste, ça, c'est juste. Donc, tu peux pas me punir pour quelque chose qui n'est pas mérité. Donc, j'ai toujours tenu tête aux adultes. Et puis, en adulte, à qui tu tiens tête, quand même, elle m'a expliqué, hein, franchement, je pense que les adultes, ils peuvent aussi prendre sur soi et reconnaître qu'ils peuvent se tromper. Il y avait beaucoup de maltraitance. Maltraitance, mais qui n'a pas connu de maltraitance au Burundi? En tout cas, la plupart des enfants ont... Mais un châtiment corporel qu'on subissait à l'école, c'était de la maltraitance. C'était pas abana muri SOS gusa umwigisha wari wese baragutondesha ku murongo ugozana intoki tugukubite. Mais moi j'ai toujours refusé comme ça. Toujours. Je me rappelle niga muri 4e primaire. Une fois umwigisha aratanga une indication, on devait avant la récréation twategerezwa kuba turi muri séance ya sport. Aratanga indication mbere ko tuva mu ishure tuja hanze muri sport avuga ati mukava muri sport nimwinjiye mu ishure mugume muri sport muri récréation hama mugume mu mpuzu za sport murinjira guhindura uniforme mu nyuma. Mais là j'étais à l'école publique, j'étais pas à l'école SOS nara hanu yitwa Mushasha 2 à Gitega. Mais j'ai pas entendu il y a des enfants qui l'ont entendu et d'autres qui l'ont pas entendu. Je faisais partie des élèves qui n'avaient pas entendu leur indication. Au final de sport, chaninjira muri classe guhindura uniforme. Et c'était ça en fait le quotidien y'iyo séance. Umwigisha chaninjira mu ishuri adusanga mu ishuri turiko turahindura uniforme. Abwira ati mwe nimumvise ibyo nababwiye tuti ibiki. Yuko atawinjira ngaha après la récré, avant la récré. Avant la fin de la récré, turavuga ya notwe tumvise ngo tonda umurongo murakubitwa. C'était pour rien n'importe quoi, les châtiments corporels au Burundi. On peut en parler pendant 1000 émissions. Et en fait, je pense que tu le vis encore je sais pas s'il y a mieux. Tu le vis encore mal parce que tu dis je vais pleurer, mais je vais aller pleurer dans les bras de qui? Par contre, j'ai pleuré dans les bras de la maman SOS. Et en fait, il y avait aussi des femmes en fait qui s'en sortaient mieux que les autres. Mais sortaient d'où ces mamans en fait? Elles avaient quoi comme cursus? On les recrutait selon quel profil? Ça c'était des questions administratives. Nous on n'a aucune réponse, mais la plupart c'était vraiment des mamans qui n'avaient pas beaucoup fait d'école, d'études. Ça va nous valider encore moins qui avait comment dire la jugeote yo kuvuga ngo umwana arafise ama besoin psychologique parce qu'à l'école il y avait quand même à l'époque il y avait une école au foyer, école ménagère, il y avait des écoles comme ça. Hariho benshi bari bagize des écoles comme ça et d'autres non du tout enfin parmi elles, est-ce que tout le monde aimait les enfants? Pas du tout. Donc il y en a c'était vraiment le job. Il y en a c'était le job, il y avait le salaire mensuel qui tombait sur leur fiche de paye et basta. Il y en a en fait abana baba muri izo maison bakavuga ati mwe murahiriwe mufise umuvyeyi abakunda. Ah là là, c'est très difficile. Tu vois, moi par exemple, je suis toujours en contact avec ma maman SOS. Tous les enfants de la maison 9 on est toujours en contact avec la maman 9. À ma vidéo ndamuka ma vidéo Akira souvent. Tugaruke kuri Kira maman Akira. Est-ce que on a fait des fois des projets cyangwa umugambi uvuga ati nzogenda kumwereka aho nakuriye? Absolument. Turamaze kugenda mu Burundi déjà, yari akifise 8 mois, donc yarabonye Bujumbura, mais ntitwagiye muri SOS parce que yari akiri muto. En fait pour le moment il n'a pas encore l'âge de comprendre, mais je vais y aller régulièrement, dufate n'ama photo avec lui où je vais lui montrer toi twagiye à tel endroit, voilà. En fait je suis contre le fait que Damonyegeza qu'on a couru muri orpheline parce que c'est mon histoire. En fait, j'ai envie de transmettre mon histoire à mon enfant pour lui éviter yuko après
ils retrouvent une crise d'identité. On ne sait pas d'où ça vient. Est-ce que toi, tu as toujours parlé facilement de ça? Oui. Que tu as grandi orpheline. Ego, j'ai jamais caché. Même avec des personnes, en fait, en arrivant en France, les gens, ils ne te connaissent pas. On sait que tu viens du Burundi. Donc, tu as toujours parlé facilement. Ego, en fait, il y en a qui ont honte de le dire. Oui, absolument. C'est pas tous les enfants et ceux qui ont cette ouverture. Quand on est en train de dire, ah, moi, c'est ce qu'on va. Tu as gagné tu vois, qu'on a un traumatisme beaucoup plus profond que les miens. Et parce que peut-être que nous, vu que les profils sont vraiment très différents, parce que toi, le profil, il est facile, parce qu'on avait la famille d'origine qui était tout le temps présente. Tout le temps. Donc moi, j'ai grandi avec mes cousins qui sont au Canada, qui sont en France, qui sont en Belgique, qui sont en Suisse. On est là, on s'échange souvent. Donc, c'était ma famille SES. Comme eux, ils avaient leur famille, papa et maman à la maison. Et donc, on faisait ce système-là. Mais ce n'est pas tous les enfants qui ont eu... par contre, je sais pas parce que ça m'a laissé des blessures inimables, donc à l'encre indélébile. Donc, certainement, ça va être très facile de transmettre mon histoire à mon enfant. Et en fait, j'étais en train de me dire, nous, on a quand même des mauvaises habitudes, je dirais, donc, tu t'identifies quand même, ma première famille, mes familles à oncle Ange. Ma première famille, c'est mon oncle et mes grands-parents. Non, le nom, tu as le nom, ton nom. Tu n'as pas le nom de ton papa, par exemple? Non. Vu qu'au Burundi, il y en a eu qui ont donné des... Nous, dans la fratrie, il y a personne nous, à la maison, j'ai dit au départ, il y a 3 Libanais, mon village d'enfants SES. Mais on est une fratrie, à la base, on est une fratrie de 7 enfants. Donc, on avait 3 grands frères. Donc, les plus grands n'ont pas été placés dans l'orphelinat. Ils avaient quel âge à peu près? En fait, ma grande sœur avait 7 ans à l'époque et le plus grand, juste avant elle, il a fait 9 ans. Donc, Goudouga, 12 ans et puis peut-être 14 ans. Mais SES a estimé que c'est la plus petite enfance dont il faut prendre en charge, qui est compliqué à prendre en charge. Donc, on va garder les plus petits. Les plus grands, chez nos grands-parents maternels, mais on va courir et go. Et on les voyait toutes les vacances. Que pendant les vacances? Oui, que pendant les vacances. Parce que eux, en fait, maintenant, vous avez quand même, vous en parlez des fois. Eux, même s'ils sont restés chez l'oncle, pour vous, c'était... Chez les grands-parents, non, jamais habité chez l'oncle. Vous qui étiez à l'orphelinat, SES Village, vous aviez l'impression que vous étiez les moins chanceux. Et pour vous, peut-être que eux, ils sont restés dans la famille. Comment eux, ils ont pensé à ça? Est-ce que non, ils ont toujours pensé qu'ils avaient plus de chance que nous. Oui, parce que quoi qu'il arrive, il ne faut jamais séparer la famille d'origine aux enfants. Quand il n'y a pas beaucoup d'écart. 9 ans, 7 ans, c'est... Oui. Sauf en cas de maltraitance. Il ne faut jamais séparer les enfants de leur famille. Donc, ils nous taquinaient sur ça. Oui, ils nous taquinaient. Et bien sûr. Mon gars, quand même, il y a quand même quelques avantages, je dirais. Vous avez fréquenté les meilleures écoles. On est d'accord, absolument. Donc, quand tu es chez les grands-parents, tu ne vas pas forcément aller... Non, on va aller à l'école publique. C'est vrai que nous, on a l'habitude de... Surtout donc, c'est vrai que toi, tu te sens comme chez ton oncle, donc à Gitega. C'est chez mes grands-parents, pas nécessairement à Gitega, parce que Gitega c'était transitoire, Monyuma, il y a la Guy à Djiboudjoumbura. Donc c'est vraiment ma famille d'origine. Ma famille, c'est, en fait, premièrement, c'est mes parents, même s'ils n'existaient plus. Je suis la fille de ma mère et de mon père. Ça, c'est elle, ma famille. Donc, SOS, c'est vraiment ma deuxième famille. Mais ça n'empêche que c'est la famille que j'ai plus vue.
C'est ça. Niyo famille nabonye umwanya munini. Ah. Ce qui fait qu'on a tissé des liens, mais dimeze gutya n'abana bo muri SOS. Moi j'ai des sœurs SOS. Elles sont toutes devenues mamans. Oui, la plupart de ma génération, elles sont toutes devenues mamans. Enfin, toutes ou presque. Oui. Kandi hari abana benshi twakoranye muri SOS. Dukundana kurusha mes grands frères, par exemple. Parce que mes grands frères, je n'ai vraiment pas beaucoup de liens. C'est ça. Une cohabitation, tout ça. Et je suis en permanence, il y en a qui sont en France, il y en a qui sont ailleurs, mais je les considère comme mes sœurs de sang. Celles qui étaient avec toi, celles qui ont été placées en même temps que toi, est-ce qu'elles en parlent aussi facilement que toi? Entre nous, oui, mais pas à l'extérieur. Pas à l'extérieur. Ah oui. D'accord. Pas à l'extérieur. Mais dans leur famille, maintenant, elles sont grandes, elles ont créé leur propre famille, mariées avec des enfants. Il n'y a pas de tabou dans leur propre famille. Non, il n'y a vraiment pas de tabou. Leurs parents ont grandi et go. Et vous avez, en fait, est-ce que parmi vous, il n'y en a pas qui ont eu peut-être beaucoup plus de difficultés et qui a eu un besoin quand même de suivre une thérapie pour se soigner, pour essayer d'aller mieux? J'en connais pas qui ont suivi des thérapies pour essayer d'aller mieux, mais j'en connais qui ont mal tourné. Parce que justement, ils n'ont pas eu accès aux thérapies. Donc, on n'a pas eu tous le même parcours. Notamment, les garçons, ils ont plus mal tourné que les filles. Non, pas de thérapie. Enfin, peut-être, je pense qu'aujourd'hui, j'ai appris que Mollet SOS, ils ont mis en place, ils ont instauré un système de thérapie, alors psychologue. Est-ce que ça va, c'est mieux qu'avant? Je sais pas, mais certainement, parce que du moment où on vous met tous dans le même sac, alors que vous n'avez pas la même histoire, le même vécu, en fait la même capacité aussi de résilience, parce que je trouve que il y en a qui ont beaucoup de capacité de résilience. Donc moi, où je me dis que je me suis construite. On se construit soi-même, en fait, quelque part. Je me suis construite toute seule, et les traumas, en fait, dans lesquels j'ai baigné ne m'ont pas atteint, parce que, certainement, j'ai une force de résilience plus que d'autres. Je ne suis pas la seule, je suis pas en train de... C'est juste qu'aujourd'hui, on parle de moi et de mon parcours. Donc, la résilience, c'est cette capacité à rebondir malgré en fait les chocs que tu as subis. Ce qui fait que, oui, il y a des femmes qui ont mal tourné. Tu sais, avant, nous trois, les deux, c'était hors mariage. Il y a pas mal d'enfants, filles et SOS, qui ont été sortis de SOS. Parce qu'une fois que tu sortais, tu prenais le mauvais chemin. Tu as éjecté du système. C'est ça. C'est ça aussi la dureté de l'affaire. Et toi, aujourd'hui, quelle maman es-tu? Quel genre de maman es-tu? Je suis une maman comblée. Je suis une maman câlin. Parce que je sais que le contact avec les personnes que tu aimes te guérit de beaucoup de blessures, de beaucoup de choses. Et que peut-être aussi que mon fils, il est très câlin parce que je suis câlin. Il aime les gens, il va vers les gens facilement, il fait des bisous comme ça, papillon, à tout le monde. Et on a moi j'ai des amis qui me disent, mais Kila, il est exceptionnel parce que c'est peut-être parce que c'est ce que je lui donne et je suis aussi une maman dragon. C'est la maman qui surprotège. J'espère que en fait je vais sortir de là parce que c'est pas bien non plus de surprotéger. Parce que tu deviens une mère poule en fait finalement. Oui, alors qu'il faut un jour il va falloir qu'il vole de ses propres ailes. Donc je veux pas être une entrave à son autonomie, à son indépendance. Mais je sais que je suis très attachée, tellement attachée à l'indépendance que je ne pourrais pas être cette mère qui empêche l'indépendance à son enfant. Parce que a liberté, indépendance. Et puis, j'espère que je vais quand même réussir à lui lâcher les grappes parce que en fait, nécessaire. Justement, on va essayer de conclure, même si c'est tellement riche que je vois pas... Il y a tellement de choses à dire, mais tu t'es pas mis une pression en disant, voilà, j'ai pas connu une maman, mais là, est-ce que tu t'es pas
tu t'es pas mis une pression en disant mais comment je vais faire, je saurais pas faire certaines choses. C'est comme si en fait j'avais été déjà stagiaire Oui. avec les enfants Ah, SES avec ouais. lesquels j'ai grandi. J'ai jamais mis la pression, je vais avoir des difficultés à devenir maman. Jamais. Igenari enceinte, c'est comme si j'ai été connectée avec cet enfant même avant la conception. Oui. Ce qui fait que, en fait, je lui parlais aussi souvent dans mon ventre. Oui. Je lui racontais des histoires, je lui chantais des comptines. En fait, je le rassurais. Quand il me donnait des coups de poing, je disais, j'espère que c'est pas pour une mauvaise chose que tu me donnes des coups de pied. C'est juste pour me rappeler que tu es là. Parce que souvent, on oublie, on est un peu dans la vie quotidienne, on court dans tous les sens. J'ai jamais eu de stress de devenir maman. Non, pas du tout. En fait, tu t'es rendu compte que tu as toujours fait ça finalement, depuis ton plus jeune âge. En fait, que je suis préparée depuis longtemps et que en fait, j'ai intériorisé le fait que j'allais être une bonne mère aussi. Parce qu'en fait, on devient peut-être stressé parce qu'on se dit, je vais pas y arriver. Je vais pas être une bonne maman. Et moi, j'ai toujours su que j'allais être une bonne maman. Et à ce moment-là, et surtout, j'ai préparé cette grossesse. C'est pas quelque chose qui m'est tombé dessus comme ça. C'était un projet de vie où c'était pas une surprise. Donc mentalement, j'étais déjà préparée. À un moment donné, je me suis dit peut-être il faut que j'aille consulter avant d'enfanter. Kugirango, pour que je sois certainement à ma blessure profonde qui vont ressurgir. Parce qu'on dit que quand on devient parent, il y a des peurs qui reviennent à la surface et on les transmet à son enfant. Donc j'avais peur que ça m'arrive. Je me disais, il faut peut-être que je voie un psy, il faut peut-être que je voie une psy. Kugirango, après l'accouchement, je ne me retrouve pas tétanisée en disant, je crois que j'étais prête, mais en fait je ne le suis pas. Mais au final, je me suis dit, si cette situation se présente, je vais consulter à ce moment-là. Essayons, on va d'abord vivre cette expérience. Si les problèmes surgissent, à ce moment-là, parce que moi, je ne suis pas anti-thérapie, je suis pour la thérapie, parce que je sais que c'est que pour aller mieux, en fait, que quand on consulte. Mais le fait est que qu'il a vraiment allé agréable c'est aussi ce souci là de il faut toujours cacher nos sentiments, on dit pas aux personnes qu'on les aime. Moi je sais pas à quel moment de temps en temps la maman elle me disait ndabakunda quand même, donc au pluriel, c'était pas toi ndabakunda abane banje. Malgré qu'il arrivait des moments où quand même la gifle est bien partie. C'est ça. Où l'on va. Donc, il ne faut pas avoir peur de dire qu'on aime. Et ça, en fait, l'amour est une thérapie en soi. C'est ça. Donc, quand on reçoit de l'amour, de l'affection, on s'ouvre aussi, on déploie nos ailes, on dit... En fait, rien ne peut nous atteindre. Tant qu'on aime et qu'on est aimé en retour. Je ne sais pas. Si on dit qu'on a voulu qu'on ait non, c'est pas ce que je dis. Donc, si la nature avait permis, on allait couvrir la main cheveux. Mais pas un shingo, non. Urukundo kandi baronke en fait une vie de qualité, no kuvuga batatu bane où je suis disponible. Simvuge ngo mvyaye abana kugira ngo bafate en charge batonyi babo. Tu entends souvent des discours comme ça, on dit ngo vyara kandi ngo kazokine nakira. Navuga je ndakina nakira. Moi je joue avec lui et en fait quand il me sollicite pour jouer, mais je suis tellement contente qu'il le fasse. Et donc je vais pas lui faire un petit frère ngo kira ngo ndakuzaniye mwana muzokina. Et moi je suis là pour jouer avec lui. En tout cas, franchement, je pense que c'est une grande richesse. C'est tellement riche. C'est tellement aussi on ignore en fait ce qui se passe dans la tête d'un enfant orphelin, dans la tête d'un enfant qui vit dans un village avec d'autres enfants. Tant qu'on n'est pas concerné, on se dit, bon voilà, les enfants sont placés là. Mais la façon dont tu le racontes, on se rend compte que
ben, tous les enfants n'ont pas eu la même chance Exactement. dans la vie. Exactement. Mais ça n'empêche pas que l'adulte que tu es devenu, c'est toi qui choisis, c'est toi qui donnes cette direction-là. Absolument. Je te vois en maman comblée et très gentille. Elle est épanouie. Et que Qui vraiment... partage son histoire avec beaucoup d'amour. Je pense qu'on aura beaucoup de choses à se dire. En fait, il y aura une suite, forcément. En fait, quelque part, il y a des gens qui disent on ne donne que ce qu'on a reçu. Oui. Alors qu'en fait, Non. Pas nécessairement. Pas nécessairement. Parce que si on donnait que ce qu'on avait reçu, beaucoup d'enfants ne donneraient pas d'amour à leurs propres enfants. Et quelque part, en fait, il y en a qui se construisent en disant, en fait, j'ai envie de donner ce que je n'ai pas reçu. Je ne suis pas en train de dire que je n'ai jamais reçu d'amour. Oui. J'en ai reçu, mais peut-être pas assez. Pas tous les jours. Parfois, j'en ai reçu. Alors que Jumana Wanje, d'amour, plus que, en fait, c'est ça. Il y en a qui disent, ah, il est gâté. En amour, je ne suis pas une maman qui donne du matériel. Non. Il ne sera pas dans le besoin matériel, ça c'est sûr. Mais ce qu'il y a à l'intérieur de moi, c'est beaucoup de chaleur. Oui. Et puis en fait, c'est aussi démontrer que avant qui ont vécu des parcours difficiles, ils peuvent aussi se reconstruire quelque part et devenir des parents aimants. Il y en a, je ne suis pas en train de dire que tout le monde aime ses enfants. David, peut-être qu'il y a aussi des enfants SES. Badimoudi maltraitance avec leurs enfants parce qu'ils ont été dans une maltraitance en étant enfants. Ça, je ne le sais pas. Mais je pense que quelque part, ils font tous les efforts du monde pour ne pas engendrer une enfance difficile, en tout cas pour ne pas transmettre des traumas qu'ils ont eu, dans lesquels ils ont baigné toute leur enfance. Je dirais qu'il y a de quoi écrire un livre. Nous allons clôturer ici notre émission. Je vous remercie encore d'être avec nous. Nadine, je te remercierai jamais assez, non seulement d'être chez moi. Merci pour ton invitation. Une consoeur, une basketteuse, les copines. Nadine Mouhourakeye, Marina Kaoneye pour Komocha.